Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Comment ça Wave, un numéro un petit peu spécial. On a un peu la pression parce qu'il est spécial à deux titres. Nous sommes délocalisés, nous sommes à Reims en compagnie de tous les QSE du pôle. Donc c'est la première fois qu'on fait ça en public, un petit peu de pression. Et l'autre phénomène, c'est que nous avons deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Bonjour Aurélie, Bonjour. bonjour Stéphane. Bonjour. Et nous allons parler aujourd'hui de politique RSE. Je l'ai dit en compagnie de tous nos QSE. Alors j'ai le plaisir de recevoir Aurélie et Stéphane, avec qui on va essayer de démystifier ces trois lettres de politique RSE. On a un petit rituel dans Comment ça Wave, mais vous êtes prévenus pour briser la glace. Vous devez me ramener un objet dont vous avez envie de me parler. Aurélie, tu m'as ramené quoi? Oui, alors malheureusement, j'ai pas pu ramener l'objet parce qu'il fait je sais pas, plus d'un mètre et il est assez lourd. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Je le montre. C'est un graphe en bois. Et quand on projette de la lumière sur ce graphe, on voit son ombre se projeter sur le mur. C'est assez joli. Il est en bois, donc comme je le disais, porté sur des armatures métalliques et ancré dans du béton. Et donc on a trouvé que ça représentait quand même assez bien notre activité de construction, d'aide à la construction. On va voir exactement quoi après. Et surtout sur ce graphe est écrit, alors c'est un artiste qui s'appelle Gifle, qui est assez sympathique, et qui est écrit, là j'ai pris un pense-bête parce que je ne maîtrise pas le latin parfaitement, Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus. Alors évidemment, j'imagine que tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. Oui, Voilà. Et si je vous fais la traduction quand même, parce qu'il est tôt le matin, ça veut dire en gros, il faut vivre. Pour vivre heureux, il faut boire et danser. Et on a trouvé que c'était quand même assez sympathique. oh là là, ça démarre bien. Ça va nous Alors, plaire cette affaire. On est à Reims. On est à Reims. Voilà. Merci. Merci Aurélie. Stéphane, tu nous as ramené un objet? Bah écoute, j'ai pas été très original parce que bon, vous connaissez sans doute la passion de David pour le vélo. Alors évidemment, j'ai pris un vélo, mais j'ai pas pris n'importe quel vélo. J'ai pris un vélo en bois, moi aussi. On va vous expliquer après un peu dans le détail pourquoi du bois et pourquoi ce matériau est aussi intéressant dans nos pratiques. Et j'espère que certains d'entre vous ont déjà pratiqué une alternative à des matériaux béton, métal avec du bois. Et en tout cas, ce vélo, il représente en plus autre chose, c'est qu'on est une jeune entreprise, on a 2 ans. C'est un cadeau que nous a laissé notre deuxième collaboratrice qui, hélas, nous a quittés au bout d'un an avec nous. Et donc, c'est un petit souvenir, voilà, c'est un petit souvenir du lancement de l'entreprise. Donc, c'est toujours agréable. Voilà, Un peu d'émotion. oui, elle est partie Bon. vers d'autres lieux, mais en tout cas, porter aussi la bonne parole qu'elle a pris à nos côtés. Donc, Bon. voilà. Eh bien, le ton est donné. En réponse courte et très rapide, 3 questions. Petite maison dans la prairie ou maison connectée? Ouais, c'est moi qui commence. Petite maison dans la prairie. Oui, petite maison dans la prairie. Alors, c'est pas extraordinaire. C'est pas le meilleur modèle du point de vue de la ville bas carbone, mais quand même se rapprocher de la nature, de la biodiversité, la déconnexion. Parfois, ça fait du bien. Un peu des deux. Stéphane, petite maison dans la prairie ou connectée? Je dirais maison connectée, mais Dans la maison. prairie. Voilà, exactement. Et maison connectée, C'est chez lui. surtout maison connectée avec les gens. J'ai une petite maison et j'invite beaucoup d'amis à venir passer le week-end à la maison et elle est connectée surtout avec les autres. Mer, montagne ou ville? Aïe, ville, hein. Ville. Oui, cette fois-ci, c'est une bonne réponse du point de vue carbone. La densité, la ville, voilà. On va en parler. Oui. Mer, montagne ou ville? Je dirais mer et montagne, entre les deux, pour essayer d'aller chercher l'autosuffisance alimentaire qui, je pense, est un bon moyen de résoudre pas mal de problèmes. Et alors, on a une tradition dans les Comment ça Wave, c'est que je demande aux invités où elles aimeraient vivre, quelle ville les fait vibrer, parce que du coup, moi, je vais aller faire un numéro là-bas après. Donc, soyez sympa avec moi. Ah, Donc, ça va, de ça quelle va être ville vous dur. voudriez me parler? Alors, on est deux, hein, donc du coup, deux numéros, potentiellement. Moi, j'aimerais parler de Paris. Alors, évidemment, ça ne paraîtra pas original parce que j'ai dit que je vivais en ville et je vis dans Paris. Paris, en fait, c'est une belle ville et c'est surtout la première ville européenne la plus dense. Donc, c'est la 6e ville au monde la plus dense, ce qu'on ne sait rarement. Et c'est une ville qui propose un autre modèle, ou un modèle plus agréable à vivre que des villes comme Dakar, par exemple, qui est la ville la plus dense au monde. Donc, voilà, on a des souvenirs de Sauf Dakar, Paris. malheureusement, voilà, Dakar, Manille, Tokyo, qui sont des villes très denses et pas très agréables, alors que Paris est une ville très dense et agréable. Stéphane? Complètement opposé. Moi, un petit village dans les Côtes d'Armor, entre Binic et Plélo, pour les grands espaces, pour respirer une bonne qualité de l'air, enfin, voilà.
C'est pour ça, on est très complémentaires, c'est pour ça qu'on s'est associés. Parfait, en effet, j'allais le dire, là, c'est un peu le grand écart. Bien, pour lancer le sujet, et merci pour cette introduction, c'est quoi votre métier? Votre parcours? Pourquoi vous êtes légitime pour venir nous parler de politique RSE? On fait du vélo. Ça fait beaucoup de choses là, hein, mais Ouais, alors, on fait du vélo. Non, tu fais du vélo. Alors, c'est quoi notre métier? un peu le parcours, pourquoi on a fait appel à vous là? Oui, oui. Alors, Stéphane et moi avons monté un cabinet de conseil en RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, spécifiquement pour les entreprises de l'immobilier et du bâtiment. Donc, on accompagne tous les acteurs de la chaîne immobilière. Donc de plus en amont, les investisseurs, les aménageurs, les développeurs, les architectes, les entreprises de travaux, les industriels du bâtiment, jusqu'à l'occupant. Et on les accompagne tous donc, dans leurs problématiques, leurs enjeux, la prise en main de leurs enjeux RSE. Et alors pourquoi on a créé cette structure? Donc on a créé cette structure, elle est assez jeune, comme le disait Stéphane, elle a 2 ans. Bien sûr... Nous, on a un petit peu plus d'expérience, enfin je dis ça pour Stéphane, on a un peu plus d'expérience professionnelle, donc on a plus d'une quarantaine d'années à nous Dans deux, ces métiers du bâtiment? principalement dans les métiers du bâtiment durable ou des services à la ville, donc chacun, et donc ça fait suite à un parcours qui nous a menés jusque-là. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Stéphane, donc Stéphane a fait du conseil en immobilier durable depuis longtemps. Moi, j'étais à la direction RSE d'une foncière immobilière et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et voilà, on a trouvé que le binôme fonctionnait plutôt bien. Et que... Aurélie était directrice RSE, j'étais directeur technique. Donc un peu deux mondes opposés, on va dire. Le côté dans les bureaux à faire des beaux documents. Bon, bah, c'est le moi. côté le casque et les bottes sur le chantier pour aller non seulement je dirais, construire des nouveaux bâtiments, aller exploiter ceux existants et puis je dirais, piloter les prestataires exploitation maintenant. Je parle à des gens en connaissance de cause. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a vraiment mutualisé nos approches. On a rendu opérationnel des réflexions stratégiques. Et Aurélie a accompagné, du point de vue, je dirais, stratégique, la façon de faire opérationnelle. Rendu stratégique des choses très opérationnelles. Et en fait, on a pas mal avancé. On a commencé en 2012-2013 au sein de Gecina. Très rapidement, Gecina est très regardé par ses pairs comme étant la foncière immobilière en France et même à l'étranger, parce qu'il y a des classements, etc., qui étaient regardés par tous. Et donc, nos pairs sont venus nous voir en nous disant « Mais comment vous faites? Quels sont vos tips, vos bonnes façons pour votre bonne pratique ?» Non seulement ce point de vue-là, mais aussi nos fournisseurs, prestataires qui sont venus nous voir en disant « C'est bien beau vos cahiers des charges, mais comment on les applique? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution technique, etc. » Et puis, ça, on a vraiment en 2015-2016, on a commencé à avoir ces retours. Et puis, en 2017-2018, à l'occasion d'une évolution de la structure, on a décidé de sortir et de se dire, en fait, toutes ces questions qu'on nous pose, on était donneur d'ordre, on ne pouvait pas forcément y répondre en direct. On s'est dit, on va se mettre en cabinet de conseil parce qu'en fait, notre volonté était d'accompagner la chaîne immobilière pour progresser. Et on s'est dit, on sera aussi bien en conseil pour le faire. Et donc, on a créé une structure avec cette ambition de... notre raison d'être, puisque c'est comme ça que ça s'exprime, qui est de transformer les pratiques immobilières pour un impact positif sur les hommes et l'environnement. Et donc notre idée, c'était effectivement non pas de rester uniquement avec les donneurs d'ordre, les clients, ceux qui décident et qui font les cahiers des charges, mais aussi d'accompagner toute la chaîne immobilière pour être capable de répondre à ces cahiers des charges. Et donc aujourd'hui, on travaille évidemment avec des noms d'investisseurs ou des Allianz Real Estate, des AG2R La Mondiale Immobilier, j'en oublie d'autres, mais voilà, des Perial, des Patridia, etc. Évidemment, on travaille avec cette strate-là, mais on va aussi travailler avec des sociétés, alors je ne sais pas si les noms vont vous parler, parce que je ne sais pas s'ils exercent dans vos périmètres, mais une société qui s'appelle ERI, par exemple, qui est un peu concurrent de Vinci Énergie, puisqu'ils font à la fois des travaux de CVC, des travaux ELEC, et aussi de l'exploitation maintenance, avec une société qui s'appelle SNRB, qui est une entreprise générale de bâtiments, donc qui fait du gros œuvre, mais aussi qui sous-traite des corps d'état secondaires. On travaille avec des AMO, Delpha Conseil, on travaille avec des architectes, Ori Architecture, on travaille avec des occupants aussi, Hermès, Égide Domitis, etc., pour faire progresser cette dimension de RSE. À chaque fois qu'il y a un sujet, on va dire, immobilier et RSE, on considère être capable de le traiter, et nos clients nous le rendent bien, puisqu'aujourd'hui, ils nous font confiance pour les accompagner. Alors, du coup, c'est une sacrée introduction. On a dit beaucoup de choses. On va essayer de décortiquer tout ça parce que c'est extrêmement important. J'entends en 2017-2018, ça veut dire que
nous-mêmes, on a commencé à regarder ces sujets de RSE il y a quelque temps. Et puis, on sent bien que ça devient quelque chose d'extrêmement important sur le marché. C'est-à-dire, il y a d'abord les grosses entreprises du CAC 40 qui doivent cela. Et puis, maintenant, tout le monde, toutes les parties prenantes autour d'une activité nous posent des questions sur quelle est votre politique RSE. Bon. Et donc, on voit que c'est assez récent, cette affaire. Donc, du coup, est-ce qu'avoir une politique RSE au sein d'une entreprise, c'est obligatoire? C'est la loi? C'est quoi? Alors, oui et non. Les réponses ne sont jamais aussi tranchées. Pour un certain nombre d'entreprises, c'est un passage obligé lié à un contexte réglementaire. Alors, ce contexte-là, c'est un contexte de reporting qui nous vient d'abord parce que la France a eu un certain temps d'avance sur les exigences de reporting au niveau des grandes entreprises et puis décliné d'engagements européens, de directives européennes. Et donc, toutes les entreprises de plus de 500 salariés, si elles sont non cotées, et 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elles sont non, c'est l'inverse. Oui. Cotées et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elles sont non cotées, doivent se soumettre à ce qu'on appelle une DPEF, une déclaration de performance extra-financière, annuellement, et faire état d'une analyse de leurs risques et des moyens engagés pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc, Vinci Énergie est soumis à cela. Au niveau du groupe, oui, évidemment. Alors, j'allais dire, c'est une affaire du siège. C'est pas à nous de faire ça. Alors, le reporting, oui, bien sûr, mais un reporting, il est consolidé de l'ensemble des actions qui remontent du groupe. Et donc, pour être performant, pour être pertinent et surtout pour faire état de votre réelle performance au niveau du groupe, bien entendu que c'est aussi cette remontée d'informations. Après, vous l'avez dit, il y a le contexte réglementaire qui va d'ailleurs s'intensifier, qui va petit à petit s'appliquer à des entreprises de taille inférieure, donc à partir avec un seuil de 250 collaborateurs. Donc, À 250 collaborateurs, dans 2-3 ans. Oui, c'est ça, exactement. Ça va devenir une obligation. Une obligation de reporting. Maintenant, il n'y a pas que ces obligations de reporting. Il faut aussi regarder, c'est quand même une formidable opportunité. Il ne faut pas le regarder comme une contrainte uniquement, parce que sinon, c'est dommage, ça apporte pas tout à fait ce qu'on... C'est un exercice subi et ça apporte pas tout à fait ce que ça devrait. Et donc, c'est quand même une opportunité de revoir son business model et de se challenger par rapport aux attentes de la société civile. Donc, Et puis, quand on parle de reporting, le reporting, en fait, ce n'est que mesurer les actions qui ont été menées par l'entreprise. Or, ces actions, elles ne sont pas menées par le siège, elles ne sont pas menées par la direction, elles sont menées au quotidien par tous les collaborateurs de la structure. Et si je t'arrête tout de suite, c'est un truc de plus pour nous. Non, pas nécessairement. L'objectif ou l'idée, c'est que ça puisse être véritablement intégré dans les pratiques au quotidien. C'est-à-dire que vous allez faire des choses d'une certaine manière et vous allez continuer à les faire de manière à ce que vous intégriez les impacts, les enjeux, les innovations, la performance environnementale et sociale. Quand on parle de trucs de plus, c'est vraiment, comme le disait Aurélie tout à l'heure, c'est une façon différente de voir son approche. Typiquement, et chacun forcément est confronté au sujet, le sujet de la mobilité. Le sujet de la mobilité, aujourd'hui, on ne vous interdit pas de vous déplacer. Par contre, on vous dit, pensez moins carboné pour vous déplacer. Ça veut dire que quand on allait chercher son pain avant à 3 km en voiture, aujourd'hui, on va potentiellement aller chercher à pied, en vélo, parce qu'on se dit, eh oui, il y a un impact sur le CO2. Et donc, c'est pareil dans l'activité du quotidien. Voilà, donc quand je vous posais la question de est-ce obligatoire, on sent bien qu'il y a une contrainte légale ou Bon, ça se réglementaire, durcit. voilà, ça se durcit, et donc ça va redescendre dans les activités du quotidien. Mhm. C'est pour ça que vous disiez, on est tous concernés en fait. Ça ne peut pas être que l'affaire d'une personne ou du siège qui nous donne des directives, et ce serait subi, ce serait une contrainte. Il ne faut Oui. pas que ce soit comme ça. Oui, pensez à cette pauvre personne, si elle devait tout faire avec ses petits bras, il faudrait vraiment que ce soit une super personne. Oui, mais elle est au siège, elle gagne bien sa vie. Ouais, et, malheureusement, alors ça je sais pas, elle gagne bien sa vie ou pas, bon, je lui souhaite, Sur mais une blague. je lui souhaite, mais oui, c'est vraiment l'affaire de tous en fait. C'est pas une personne qui peut changer les choses, transformer les pratiques et avoir un impact au niveau de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on parle de cet acronyme RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, il y a énormément de choses qui se cachent derrière ce terme-là. Il y a des enjeux, on parle du changement climatique, parce que ça parle à tout le monde. Oui, Et alors on va voilà. parler... On fait souvent l'erreur ou la gaffe, ou je sais pas ce qu'il faut dire. Le E, c'est l'environnement. Pas du tout, Et pas du la tout. preuve. C'est important de le ressouligner. Responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc ce qui est important, c'est Et donc il y le a plein de choses qui se cachent sociétal. derrière, c'est ça. Tout à fait. Absolument. Donc On va parler de diversité, on va parler de mixité, qui sont plutôt des sujets de RH. Dans les métiers du bâtiment, mixité, parité, oui. Oui, il y a un absolument. sujet.
Absolument. On voit souvent le triptyque. Alors, je pense que ça, vous l'avez déjà vu s'organiser. Le triptyque, donc 3 cercles qui se superposent et la conjonction fait le durable. Et c'est un triptyque qui a été défini, illustré, matérialisé au Sommet de la Terre à Rio en 92, donc c'est pas tout récent, et qui simplement matérialise le fait que la durabilité économique se fonde sur à la fois la capacité à soutenir un environnement social et en même temps dans le cadre des limites planétaires qui nous sont données. Donc c'est vraiment développer une économie qui permette d'être soutenable du point de vue humain et dans les limites de la planétaire. Ça va appeler beaucoup de questions que je garde pour après sur la notion d'économie et de finance. Les bénéfices de s'engager dans un tel schéma, directement, là, comme ça, en quelques mots, avoir une politique RSE, il y a un bénéfice direct? Alors, un autre acronyme, en tout cas une autre expression pour exprimer la RSE, c'est le développement durable. Développement durable. Et il faut regarder le thème de durable. Durable, c'est la durabilité, c'est comment l'entreprise va continuer d'exercer son métier, la license to operate, comme donnent les anglo-saxons. Et vraiment, dans cette approche de RSE, on va questionner ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise, pardon de regarder le côté négatif de la chose, mais une entreprise qui n'intégrerait pas ces sujets-là, oui, comment va-t-elle continuer à exercer son métier demain lorsque vous avez, à chaque bout, entre les investisseurs qui accompagnent le développement des entreprises, qui eux-mêmes sont challengés sur leur politique RSE, sur leurs objectifs, sur leurs ambitions. Et puis, vous avez l'utilisateur final, que ce soit le client individuel ou le client entreprise, qui eux-mêmes ont des comptes à rendre sur ces sujets-là. Le client individuel, parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'il en a besoin. Et puis le client entreprise lui-même est soutenu et a des comptes à rendre à un certain nombre. Donc évidemment que celui qui est au milieu de tout ça va en faire complètement abstraction, ne se lancera pas dans le sujet. Bah déjà, il va partir avec un boulet au pied. Et puis, si ce boulet, il continue de le garder, à un moment donné, il va disparaître. Je rappelle l'histoire de Kodak. C'est mort annoncée, si on s'embarque pas là-dedans. En tout cas, c'est notre point de vue à nous. Mais voilà, certains vous disent peut-être le discours différent. Mais si ce n'est pas une mort annoncée, on va être stigmatisé parce qu'on n'aura pas justement de politique RSE et on va être considéré différemment. Oui, exactement. Là, vos clients vont petit à petit se partir voir ailleurs. Vos collaborateurs vont se sentir désengagés parce que ça n'aura plus de résonance avec leurs aspirations et leur futur, ce pourquoi ils se battent, entre guillemets, ou qu'ils appliquent au quotidien. Ils ne trouveront plus de cohérence avec les discours scientifiques qu'on peut leur tenir et la réalité opérationnelle. Les investisseurs vont se désengager aussi. Enfin, c'est un risque. Et puis, bien sûr, le réglementaire, on en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est un risque aussi de se mettre en dehors des clous de ce point de vue-là. Si on revient au sujet de la commande, on a des clients qui viennent nous voir, parce que je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais il y a une société qui cote les entreprises par rapport à leur intégration de cette dimension RSE qui s'appelle EcoVadis. Donc vous avez une note qui sort en fonction des actions que vous avez menées. Et aujourd'hui, un certain nombre de donneurs d'ordre ont intégré cette dimension EcoVadis avec un seuil minimal en deçà duquel l'entreprise n'a plus le droit de répondre aux appels d'offres. C'est ça. Donc c'est un système de preuve. C'est un système de preuve, effectivement. Et là, on peut continuer de bosser. En tout cas, vous avez le droit de répondre à des appels d'offres. Vous n'avez pas forcément le droit de bosser, mais vous avez le droit de répondre à des appels d'offres. Donc autant devancer la chose et puis s'emparer du sujet. Exactement, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, pour être assez concret, que c'est un système de management ou c'est un principe de transformation de l'activité? J'ai un peu donné la réponse tout à l'heure. De notre point de vue, ça doit être avant tout un principe de transformation. Ça doit aider à faire évoluer les pratiques de sorte à ce que les pratiques aient moins d'impact sur les hommes et l'environnement. Après, on sait que l'humain et le français en particulier n'aiment pas le changement. Ça doit être terrible. Oui, le changement, personne vraiment l'aime, pas plus le français que les autres, je pense. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et la phrase n'est pas de moi, elle est de Molière, donc vous voyez qu'elle a un certain temps. En latin ? Alors non, pas en latin, peut-être, mais là, j'aurais pas la capacité de vous la donner en latin. Mais non, c'est très simple, il faut vouloir aveuglément ce qui doit être, parce qu'à un moment, si c'est le sens de l'avenir, le sens de l'histoire, se mettre en marge du sens de l'histoire, c'est tout simplement ne pas s'y inscrire et risquer la pérennité de son entreprise, la pérennité de ses actions. C'est ça, c'est la survie. Un peu. Si on devait démarrer une politique RSE, si on devait commencer par quelque chose, ce serait quoi le point de départ? Il faut à un moment faire une photo. Nos effectifs, notre santé financière, notre ambition environnementale. Enfin, j'imagine qu'on doit photographier ça. Oui, Comment on fait? Cette photo, alors, vous avez de la chance, parce que vous avez un siège
On va parler du siège en positif qui vous a quand même créé un cadre et qui a déterminé un certain nombre d'enjeux. J'en ai 21 si ma mémoire est bonne, et qui vous permet d'identifier dans des catégories, les grandes catégories de la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc on parlait de l'environnement, on parlait du social, on parlait de l'économie, on parlait des territoires ou de la gouvernance, c'est important aussi. Vous avez 21 enjeux qui sont donc dans ces 5 thématiques et que vous allez pouvoir évaluer en fonction de leur importance sur votre business, donc votre perception de leur importance sur le business, et votre performance là où vous en êtes. Et ceci étant fait, ça vous donne effectivement une photo, un cadre positionné dans une matrice. Ça vous permet de définir les bonnes priorités, en tout cas celles sur lesquelles vous devez vraiment déployer des actions, de sorte à ne pas vous perdre en papillonnant et en mettant en place des actions qui n'auraient pas d'intérêt pour l'entreprise ou peu d'intérêt pour l'entreprise. Et 21 sujets à pousser, c'est beaucoup. Et non, vous n'allez pas les pousser les 21, puisque dans la matrice, vous allez forcément voir ressortir un pool d'enjeux qui, eux, seront plus importants pour l'entreprise et sur lesquels vous devez accroître votre performance. Les autres, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire que vos priorités, elles sont fixées sur une poignée d'enjeux. Non, 21, ce serait qui trop embarrasse, mal les trains, décidément. Oui, tout à fait. Comment ça s'appelle cette matrice? Ça a un nom? Oui, alors on dit matrice de matérialité. Ouais, on jargonne un peu. Alors, j'aime pas trop utiliser ces termes parce que ça donne toujours un peu une forme d'élitisme, mais c'est un vocabulaire qui est repris des financiers, parce que dans l'extra-financier, on est un peu complexé et on va souvent regarder les financiers qui ont inventé plein de trucs avant nous. Et donc, oui, on appelle ça un exercice de matérialité. Stéphane, toi qui étais, non pas que tu n'étais pas opérationnel, mais tu nous as parlé de casque, de bottes, de chantier. L'engagement du management, c'est important dans ce sujet d'une politique RSE? Le poids du corps qu'on met là-dedans? Alors, c'est non seulement l'engagement du management, mais pas que le management. C'est l'engagement de toute l'entreprise qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'embarquer, comme je le disais tout à l'heure, sur le sujet du reporting. On mesure ce qui est fait par l'entreprise. Et ce qui est fait par l'entreprise, une entreprise, c'est comme toute l'entreprise, c'est souvent une pyramide. Vous avez la tête et puis vous avez en bas la base. Une pyramide, un râteau, que sais-je. Exactement, mais en tout cas, il y a une base large, on va dire, de gens qui mènent les actions au quotidien. Et toutes ces actions qui sont engagées par les uns les autres au quotidien dans leur métier ont un poids, en tout cas un impact, et sont mesurées dans une approche comme celle-ci. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas tout laisser faire par le management, bien évidemment. Il faut laisser faire le management. Oui, il ne faut pas laisser faire, c'est pas mal ça aussi. C'est l'affaire de tous, c'est ça que... C'est l'affaire de tous, exactement. Et même, je vais prendre un exemple, puisque comme tu rappelais, casque, bottes et gilet de sécurité, évidemment, on parlait des QSE, donc on ne peut pas faire autrement. Dans ma vie, je suis ingénieur génie civil, donc j'ai effectivement cette approche chantier très pratique. Quand on est jeune conducteur de travaux et qu'on débute dans sa vie professionnelle, on a beaucoup à apprendre du compagnon qui, lui, est sur le chantier tous les jours depuis 20 ans. Et c'est la même chose en matière de RSE, à mon sens. On a plein de choses à apprendre aussi de ses sous-traitants, de ses collaborateurs sur les chantiers, pour éventuellement faire évoluer les choses et avoir un impact positif sur notre action. J'ai encore 2 questions à vous poser pour presque arriver au terme de cette introduction. Puis après, j'imagine que la salle va réagir. Vous sauriez me parler, l'un et l'autre, d'un succès dans votre carrière d'animation de politique RSE chez des clients d'entreprise, et à l'inverse, un truc qui n'a pas marché, parce qu'on aime bien savoir ce qui n'a pas marché pour en faire en sorte que ça fonctionne après. Un succès? Des succès, il y en a tellement. Oh. Non. Écoutez, des succès. Oui, je me souviens après une mission assez longue dans un cabinet d'architectes qui, pour le coup, c'était quand même assez original, on va dire, de se dire que dans une petite équipe d'architectes, parce que c'est beau être un gros cabinet, reste une petite entreprise, le patron s'était dit, faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'intéresse au sujet. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. C'est terrible. Il savait pas quoi faire, mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Bon, fort heureusement, on s'est rencontrés, on les a convaincus, on a fini par faire quelque chose avec une bonne partie des collaborateurs, donc un groupe de travail assez représentatif. On a mis en place, on les a fait travailler, on a co-construit des ateliers, expliqué un certain nombre d'éléments, enfin tout ça pas dans l'ordre, mais enfin on remet dans les bonnes étapes. Et au final, quand on a présenté ça au comité de direction, je me souviens, la première et la seule fois de ma vie, je dois bien rester modeste, mais à la fin, le comité de direction a applaudi.
Et ils ont applaudi non seulement le fait qu'on avait bien présenté les choses, sans doute, mais c'est surtout l'aboutissement du travail collectif de leurs propres Oui, collaborateurs. d'avoir réussi à embarquer tout le Et, monde, il y avait une satisfaction. Ah oui, c'est forcément Plus cette que ça. satisfaction. Ouais. D'accord. Un échec, Stéphane, quelque chose qui n'aurait pas marché, dont on pourrait s'inspirer justement pour le transformer ça en succès. Est-ce qu'il y a des gens qui rejettent ça? Effectivement, j'allais prendre ça comme exemple, mais On n'est pas obligé de citer les on gens. est, Ouais. ouais, pas de nom surtout, hein. Non, mais on a parfois effectivement rencontré des prospects pour le coup, puisqu'ils sont jamais devenus des clients. Encore pas aujourd'hui, mais on ne sait pas, peut-être que l'avenir les fera évoluer. Mais effectivement, qui se contentent à un moment donné de nous dire le changement climatique, je vais le régler en achetant des arbres. Parce que ça va me permettre de capter mon CO2. Et donc, vous êtes bien joli de me parler de réduction de mon empreinte carbone, mais enfin, ça va me coûter cher, je ne vais pas être capable de faire. Voilà. Donc, on a des mentalités qui sont effectivement un frein à la transformation, un frein au changement. Et ça, effectivement, c'est un échec quand on n'arrive pas à convaincre qu'il faut faire. Voilà. Mais j'espère qu'aujourd'hui, la salle est convaincue et Oui. on va se Pas mettre à tout pas transformer. très inquiet. Une dernière question, justement, pour partir ensuite sur la réaction de la salle. Qu'est-ce que vous préconisez pour un modèle comme Vinci Énergie, toutes ces PME, on est tous les jours sur chantier, des petits chantiers, des gros, par rapport à cette politique RSE qui est au début de son histoire chez nous, il faut être clair. Vous avez des conseils à nous donner là comme ça? Alors, tu dis pour Vinci Énergie, je pense que, et on a un peu discuté et un peu préparé aussi cet entretien, et donc on connaît un peu le groupe aussi. Vinci Énergie, c'est la richesse de beaucoup d'entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est son métier par rapport à ce sujet de RSE. C'est-à-dire que la RSE de mon entreprise n'est pas forcément celle du voisin. C'est ça qui est intéressant de regarder. Et donc, il faut vraiment se rentrer dans son métier, regarder ses impacts, regarder son sujet. On parlait tout à l'heure de matrice de matérialité. Comment est-ce qu'on va hiérarchiser, classer ses enjeux? On n'a pas forcément le même classement que son voisin. Il y a un travail à faire à l'interne, avec les collaborateurs. Potentiellement, au-delà des collaborateurs, il faut peut-être aller challenger aussi ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise. Par exemple, les clients, par exemple, les fournisseurs, les prestataires, pour aider à matérialiser ces enjeux. On est tous différents, mais on a le même objectif. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait, parce que j'ai vu des gens dans les regards qui réagissaient, personne ne veut évoquer la notion peut-être d'économie? Ça coûte cher une politique RSE? Julie, non, tu n'avais pas quelque chose là-dessus? Le micro peut-être, parce que sinon, merci. C'est pour la captation vidéo, voilà, il faut parler dans le micro. Merci Julie. Bonjour. Bonjour. Oui, alors ça coûte cher, et est-ce que c'est compatible avec la croissance d'une entreprise? Quand on fait de la RSE, est-ce que parfois c'est pas accepté D'avoir un peu de décroissance? d'accepter d'arrêter sa croissance? Toutes les entreprises ont un impact, c'est un sujet éminemment politique. Alors on ne va pas revenir sur tout un tas de visions du monde qui ont pu être débattues il n'y a pas si longtemps, mais oui, c'est un sujet éminemment politique, et oui, au bout du bout, de toute manière, chaque individu, et donc chaque groupement d'individus et chaque entreprise a un impact à la base plutôt négatif sur notre bout de planète. C'est évident. Bon, maintenant on est là, on ne va pas tous... Voilà, on ne va pas tous s'arrêter de vivre, il faut vivre, développement durable, il faut se développer de la manière la plus durable possible. Et donc, plus que faire ses meilleurs efforts, il faut imaginer, inventer une façon de faire qui permette de minimiser nos impacts négatifs et d'améliorer, d'accroître nos impacts positifs. Donc, c'est prendre conscience de ça. C'est parfois être un peu décroissant à court terme sur un certain nombre de marchés, d'éléments, de solutions, mais pour pouvoir développer d'autres qui peuvent apporter plus de croissance sur d'autres sujets ou d'autres segments, peut-être à plus ou moins long terme, ça peut même être court d'ailleurs. C'est vous orienter sur un certain nombre de business ou flécher un certain nombre de solutions qui vous permettront d'aller chercher des clients différents et des développements différents. Donc c'est oui et non. Je vais compléter ta réponse en disant, ne vaut-il pas mieux à un moment donné qu'une entreprise qui est responsable croisse, plutôt qu'une entreprise qui va peut-être pas croître et va rester à son niveau bas en se disant du coup je vais pas continuer d'impacter la planète et à un moment donné va rester et ne va pas faire d'action au quotidien pour baisser ses impacts. Je vais prendre un exemple concret. Est-ce qu'il vaut mieux à un moment donné que Tesla se développe ou que Hummer continue de vendre des voitures?
Voilà, typiquement, non mais voilà le type de questions auxquelles on est confronté aujourd'hui quand on parle de RSE. Et on voit très bien, enfin d'ailleurs on l'a vu dernièrement, après on peut se poser la question du modèle, mais Hummer est en train de construire des véhicules électriques aussi. Alors bon, je ne vous parle pas de l'impact carbone embarqué pour fabriquer ces voitures, mais en tout cas, il y a une tendance de fond. Et je pense qu'effectivement, le sujet de la croissance de l'entreprise, à partir du moment où l'entreprise a commencé à intégrer cette dimension, à traiter ses impacts, identifier ses enjeux et apporte les bonnes réponses, pourquoi lui interdire de continuer de se développer? Parce qu'à un moment donné, justement, elle va rayonner aussi bien plus large, potentiellement emmener aussi toute la profession derrière elle, et tout ça va, à un moment donné, permettre de réduire l'ensemble des impacts. Donc je pense que le terme de croissance d'entreprise et de responsabilité sociétale d'entreprise sont absolument pas incompatibles. D'autres réactions peut-être dans l'Assemblée, d'autres questions? Ah, encore Julie? Une autre. Marion. Moi, je voulais alors, on est confronté à des personnes qui sont effectivement difficiles à convaincre. Justement, on parlait de ça tout à l'heure. Comment on peut justement faire adhérer ces sceptiques-là? Est-ce que vous avez une manière de faire C'est difficile d'avoir une boîte à outils toute faite face à des problématiques qui sont forcément complexes quand on arrive à une résistance au changement. On en parlait, parce que cette résistance, elle fait écho à plein de freins qu'on peut avoir en nous à titre personnel, à titre organisationnel. Et donc, c'est évidemment complexe. Donc, il n'y a pas de solution toute faite. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un point de vue, c'est un point de vue qui peut se discuter. Et d'ailleurs, dans la profession, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il faut rendre les choses désirables. Donc, il faut y aller avec l'envie et le sourire. Est-ce qu'on peut dire qu'un client montrait des cahiers des charges ou des choses comme ça pour dire, vous voyez, notre marché demande cela, donc il y a un moment, il faut plutôt y aller. Oui, il faut plutôt y aller, donc se donner les moyens d'accompagner, y aller peut-être étape par étape, se donner des jalons, c'est toujours bien d'avoir des objectifs moyens à long terme pour se donner un horizon, mais les jalonner en objectifs de court terme pour que pas à pas on arrive à atteindre et entraîner une dynamique positive. Donc si on fait des choses positives, on est plutôt renforcé. Et donc on a plutôt envie de le faire. Travailler la méthode entre guillemets des petits pas me semble plus acceptable et donc plus propice à faire changer les choses que la grande révolution, le changement, ou prendre les gens et secouer en leur disant. Il n'y a pas de grand soir où on dit voilà, dorénavant c'est comme ça. Non, ça se passe pas. On a bien vu à l'échelle de l'histoire que ça marchait jamais complètement comme ça. Donc, dans notre expérience, j'ai donné 2 exemples et 2 cas de figure qui sont un peu à l'opposé l'un de l'autre. Il y a la première méthode, on va dire, et encore une fois, c'est pas pour dire il faut faire comme ça, parce qu'il y a énormément d'autres méthodes possibles et imaginables. Mais une méthode qu'on a vécue, c'est dire à un moment donné, on veut embarquer l'entreprise. C'est une décision managériale d'embarquer l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des objectifs à chacun. C'est-à-dire qu'on a, à chaque métier, à chaque action, un objectif RSE à remplir. Un. Et au fur et à mesure du temps, potentiellement, ça peut devenir 2, 3, etc. Mais c'est top-down. Et après, il y a une autre méthode, qui est plutôt bottom-up, on va dire. La théorie des petits pas, comme expliquait Aurélie. Quand vous prenez un groupe, vous êtes toujours capable de le classer en 3 catégories. Il y a ceux qui sont dynamiques, qui ont envie de faire. À l'opposé, il y a ceux qui sont réticents et qui ne changeront jamais. Et puis au milieu, il y a toute la fange. Et en fait, quand vous regardez, il y a en général 10 et 80 au milieu. Et en fait, tout l'enjeu va être d'emmener les 80 avec les 10 qui ont envie de faire. Et donc, si je peux vous donner un exemple concret, c'est que nous, quand on était chez Gessina et qu'on a travaillé en interne, on avait ce petit nombre de collaborateurs qui étaient vraiment enthousiastes à faire. On a commencé à travailler avec eux, à vraiment mener des actions, etc. Et puis à un moment donné, il y a eu ce basculement qui a fait qu'on a dépassé les 50% de personnes qui étaient enthousiastes. Et puis voilà, on a embarqué avec nous. Donc, il faut apprendre à travailler aussi et à pas vouloir tout de suite emmener toute l'entreprise et commencer à travailler un petit peu avec déjà montrer des exemples, montrer que ça marche, parce que le meilleur moyen d'emmener les autres, c'est de montrer que ça marche et que c'est possible. Donc on revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il y a une espèce d'exemplarité à avoir du management, de la direction, mais toute la chaîne de management doit s'emparer de ce sujet et être plus ou moins convaincu. Ce n'est pas ça l'important, c'est d'avoir conscience que l'entreprise est en train de se transformer pour embarquer les autres. C'est ce que je comprends. On arrive au terme de cet entretien qui pourrait durer des heures. C'est vraiment passionnant. Une conclusion que vous avez envie de proposer
générale ou alors ciblée avec des gens qui tous les jours sont sur le terrain et managent des chantiers, managent des équipes? Je pense qu'une conclusion, c'est que la RSE, elle ne peut pas se faire sans justement chacun. C'est avant tout, c'est pas des. Enfin, du coup, on a commencé par dire que je faisais des PowerPoint dans les bureaux. C'est justement pas que des PowerPoint dans les bureaux. Et je vous en prie, pensez à tous ceux qui sont devant l'ordinateur et qui passent leur journée à faire des PowerPoint et qui se disent mais pourquoi je le fais Parce que justement sur le terrain, les choses se font pour de vrai. Et c'est ça. Si on n'a pas envie de faire semblant d'avoir une entreprise verte, c'est vraiment le faire sur le terrain et en le faisant, en mettant en œuvre. C'est comme ça qu'on crée la performance et qu'on change les choses. Donc c'est avant tout ça pour moi. Stéphane, tu aurais une conclusion Euh, proposée? Alors, on s'appelle Enco Conseil. Et en fait, Enco Conseil, donc c'est écrit N'(CO) Conseil. L'origine de notre choix de nom d'entreprise, et je vais laisser Aurélie le dire parce que j'ai évidemment pas l'accent, ça vient du japonais. Et Henko, qui veut dire le changement sans retour. Et très sincèrement, si je veux conclure sur une note positive, c'est de dire lancez-vous, goûtez-y, et vous verrez que vous ferez le changement sans retour, donc le Henko. voilà. Parce Merci, que bravo. une fois qu'on a lancé, on fait plus marche arrière. Eh bien, merci à vous. On apprend des choses. Je note qu'il faut faire ça avec plaisir, fantaisie, sourire, danser. Enfin voilà. Donc ça nous va Boire. bien. Avec le smile, parce que Avec notre le activité, smile, voilà, on ça a nous aussi va un bien. autre acronyme qui est smile. Merci Aurélie, merci Stéphane, Merci merci David. à tous et à toutes, et merci encore pour ce formidable numéro de Comment ça Wave délocalisé. On se retrouve pour un prochain numéro. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci.